Pour fêter ma promotion, ma fiancée m'a tendu une lettre de rupture. De la part de nous tous, a annoncé sa mère au restaurant. Son frère a filmé ma réaction. J'ai simplement hoché la tête, pris la lettre et je suis sorti. Il n'avait aucune idée de ce que j'avais déjà fait. Pour fêter ma promotion, ma fiancée m'a tendu une lettre de rupture. Pas en privé, pas dans la voiture après, pas même devant le restaurant où elle aurait au moins pu prétendre avoir une conscience. À table, devant mon capitaine, 2 substituts du procureur, 3 amis de sa famille et la moitié du personnel du restaurant. Elle a fait glisser une enveloppe couleur crème sur la nappe blanche, ses ongles parfaitement manucurés, son expression presque douce. Lila, Jean-Pierre. Sa mère, Vivienne, a levé son verre avant que je ne puisse toucher l'enveloppe. De la part de nous tous, a-t-elle annoncé d'un ton enjoué, comme si elle portait un toast au lieu de présider une exécution publique. Son frère Théo se tenait à 2 pas, me filmant ouvertement avec son téléphone. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé l'enveloppe, puis Céleste, ma fiancée, ou plus exactement, la femme qui avait passé les 3 derniers mois à aider sa famille à me tendre un piège. J'ai hoché la tête une fois, pris la lettre, me suis levé et je suis sorti. Pas de cris, pas de dispute, pas de verre brisé, pas de crise de nerfs publics pour la petite vidéo de Théo, juste une sortie silencieuse. Derrière moi, j'ai entendu la mère de Céleste dire « Attends, c'est tout ?» Et Théo marmonnait, agacé, continue de filmer. Il va craquer dehors. Il n'avait aucune idée que je les avais déjà devancés. Dehors, l'air printanier de Paris semblait plus froid qu'il n'aurait dû. La pluie scintillait sur le parking en traînées argentées, et les lumières de la ville se fondaient dans le pavé mouillé. Je suis monté dans ma voiture, j'ai posé l'enveloppe sur le siège passager et j'ai fixé le pare-brise un long moment. Puis j'ai ouvert la boîte à gants et j'en ai sorti un dossier noir. À l'intérieur se trouvait tout ce dont j'avais besoin, des virements bancaires, des titres de propriété, des copies de modification d'assurance, des captures d'écran, des journaux d'appel, le rapport d'un détective privé, et le meilleur de tout. Une clé USB contenant un enregistrement audio qui allait pulvériser le petit mensonge bien ficelé que Céleste et sa famille avaient mis tant d'efforts à construire. Mon téléphone a vibré. Capitaine Lefebvre. J'ai répondu. Ça va, a-t-il demandé. Oui. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai jeté un coup d'œil aux fenêtres du restaurant. Théo était sorti maintenant, tournant lentement en cercle avec son téléphone levé, comme s'il s'attendait à me surprendre en train de m'effondrer de façon dramatique près d'un arbuste décoratif. Je vais bien, ai-je dit. Ils espéraient du grand spectacle, je ne leur en donnerai pas. Une pause. Puis Lefebvre a dit, bien. Parce que si tu as raison à propos de cette famille, ce soir n'était que la première phase. Il avait raison. La lettre de rupture n'était pas une vengeance. C'était une stratégie. Et je le savais avant même que Céleste ne touche l'enveloppe. Je m'appelle Jean-Pierre Moreau. Je suis inspecteur à la brigade criminelle. Les gens pensent qu'être flic signifie être naturellement méfiant. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce que cela signifie vraiment, c'est qu'à un moment donné, après suffisamment de mensonges, de larmes, d'innocence répétées, on arrête d'écouter ce que les gens disent et on commence à écouter ce qu'ils organisent. Et la famille Dubois organisait tout. Leur sourire, leur image de bienfaiteur, leur manière de la vieille bourgeoisie, leur générosité stratégique, même leur sollicitude arrivait toujours impeccable, vêtue de soie et de fausse sincérité. Quand j'ai rencontré Céleste Dubois, elle ressemblait au genre de femme qui a sa place dans les portraits de magazines sur la philanthropie élégante et la réussite inaccessible. Elle avait une posture parfaite, un esprit vif et une voix qui pouvait faire passer une remarque froide pour un compliment. Elle connaissait les juges par leur prénom, parlait nonchalamment des conseils d'administration de musées et pouvait entrer dans n'importe quelle pièce et attirer tous les regards. Je l'ai rencontrée lors d'un gala de charité pour un hôpital pour enfants, le genre d'événement où les riches dépensent des milliers d'euros pour se sentir nobles sous des lustres en cristal. Elle m'a fait rire. Je l'ai rendue curieuse. C'était suffisant pour commencer. 1 an plus tard, nous étions fiancés. Tout le monde disait que nous étions parfaits ensemble. Cela seul aurait dû m'inquiéter. Rien de vraiment dangereux ne se présente jamais comme tel. Il arrive en ayant l'air impressionnant, cher et opportun. Au début, les avertissements étaient subtils. La mère de Céleste, Vivienne, m'a un jour demandé, en souriant pendant le dessert,
si j'avais mis à jour le bénéficiaire de mon assurance vie depuis ma dernière relation sérieuse. J'ai ri parce que la question était absurde au dîner. Elle a ri aussi, mais elle n'a jamais répondu quand je lui ai demandé pourquoi elle voulait savoir. Puis son père, Grégoire, a suggéré que je laisse son cabinet rationaliser mes documents de succession avant le mariage. Il a appelé ça de la bonne planification. A dit que l'alignement familial comptait. A dit que le mariage était le moment idéal pour simplifier les structures juridiques. Puis Théo, son idiot de petit frère, m'a demandé si le garage de mon immeuble avait des caméras de surveillance et si elles couvraient toutes les entrées ou seulement le hall des ascenseurs. Il l'a demandé avec une fausse décontraction, le même ton que les hommes utilisent quand ils prétendent ne pas se soucier d'informations qu'ils ont absolument l'intention d'utiliser à mauvais escient. À l'époque, je me disais encore que je réfléchissais trop. Puis un soir, Céleste a laissé son téléphone sur le comptoir de ma cuisine pendant qu'elle prenait une douche. L'écran s'est allumé avec un aperçu de message de sa mère. A-t-il déjà signé le changement d'assurance? Papa dit que c'est plus sûr avant le mariage. Plus sûr. Ce mot m'est resté en tête. Quand Céleste est revenue dans la cuisine, j'ai simplement demandé « Pourquoi ta mère parle-t-elle de mon assurance ?» Céleste n'a pas scié. Mon père a passé des décennies dans le droit des successions. Il parle de police d'assurance comme d'autres familles parlent de la météo. La plupart des familles ne qualifient pas la paperasse de plus sûr avant un mariage. Elle a souri, m'a embrassé sur la joue et a dit « Tu fais tout paraître sinistre, inspecteur. » Peut-être, mais seulement parce que ça commençait à le devenir. Je ne l'ai pas confronté. Ça aurait été stupide. La confrontation ne fonctionne que lorsque l'autre partie est capable d'avoir honte. Et je commençais à soupçonner les Dubois de traiter la honte comme les riches traitent les transports en commun, quelque chose de malheureux qui arrive aux autres. J'ai donc commencé à vérifier discrètement ce que je pouvais légalement. D'abord les registres publics, puis les titres de propriété, les déclarations d'assurance, les créances, les sociétés écrans, les dons politiques et les affaires civiles. Plus je cherchais, plus c'était laid. Les Dubois n'étaient pas ruinés, mais ils perdaient de l'argent. Leur société de promotion immobilière avait des passifs cachés. 2 procès en cours avaient été retardés par des astuces de procédure. Une fiducie avait été discrètement restructurée. Et Céleste elle-même avait plusieurs dettes qu'elle n'avait jamais mentionnées. Des prêts privés, des garanties silencieuses et un mauvais investissement lié à un ex-petit ami dont l'entreprise en faillite avait laissé une traînée de dégâts financiers. Le mariage, ai-je réalisé, n'était pas une question d'amour. C'était une question de stabilisation. Ma promotion me rendait plus utile pour eux. Ma signature me rendait accessible. Et selon la manière dont les polices d'assurance étaient arrangées, ma mort pouvait devenir rentable. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de considérer la situation comme troublante et que j'ai commencé à la considérer comme une affaire. Je n'en ai parlé qu'à 3 personnes. Le capitaine Lefebvre, ma partenaire, le lieutenant Léna Martin, et Martin Valois, un détective privé qui avait l'air en permanence déçu par l'humanité et avait l'habitude utile de trouver des choses que les riches pensaient invisibles. Léna a lu mon dossier préliminaire en silence, puis l'a posé et a dit « Félicitations, tu ne te fiances pas. On te traite comme un dossier. » Lefebvre a été moins poétique. Si cette famille essaie de te piéger financièrement et de te déstabiliser professionnellement, nous y allons prudemment, a-t-il dit. Pas de grands gestes, pas de raccourcis. Agis en flic, pas en fiancé blessé. C'était l'avantage que j'avais sur eux. Ils pensaient piéger un homme amoureux. Ils jouaient en fait contre un inspecteur qui avait déjà cessé de faire confiance à la pièce. 3 semaines avant le dîner au restaurant, Céleste a poussé un dossier vers moi dans mon appartement. Quelques documents prénuptiaux, a-t-elle dit. Des choses de routine. J'ai ouvert le dossier et j'ai parcouru juste assez pour savoir qu'il n'était pas de routine. Des révisions de bénéficiaires, des dispositions d'autorité conjointe, des clauses d'accès d'urgence, un projet qui aurait rendu le démêlage de certains comptes après le mariage inutilement compliqué. Assez compliqué pour profiter à celui qui agirait le premier. J'ai fermé le dossier. Mon avocat examine tout ce que je signe. Son sourire s'est refroidi d'un demi-degré. C'est juste de la planification. Une vérification indépendante ne fera pas de mal, Jean-Pierre. Ce n'est pas un conflit. Non, ai-je dit, pas si personne n'essaie de me piéger. Ce fut la première vraie fissure entre nous. Ce soir-là, elle m'a à peine parlé.
Le lendemain matin, un de nos amis communs m'a envoyé un texto pour me demander si tout allait bien, car Céleste semblait s'inquiéter de mon niveau de stress. Inquiète. Voilà. Ils avaient changé de tactique. S'ils ne pouvaient pas obtenir ma signature de leur plein gré, ils commenceraient à façonner le récit. Au cours des jours suivants, de minuscules rumeurs ont fait surface avec une précision presque comique. Jean-Pierre est tendu ces derniers temps. Jean-Pierre est dépassé par son travail. Jean-Pierre voit des menaces partout. Jean-Pierre est obsédé par le contrôle. Rien d'assez spécifique pour être contesté directement. Tout cela conçu pour rendre les accusations futures crédibles. Léna a écouté une des histoires relayées par une connaissance commune et a ricané. Il prépare le terrain. Quand les gens préparent un mensonge, ils déroulent toujours le tapis émotionnel d'abord. Elle avait raison. Une semaine plus tard, Valois a livré la pièce qui a transformé le soupçon en certitude. Céleste avait rencontré 2 fois un courtier en assurance lié à l'un des anciens cercles professionnels de son père. Le courtier était spécialisé dans les structures de continuité patrimoniale, ce qui est exactement le genre d'expression qui devrait faire fuir les gens normaux. Une chaîne de mai discutait de mes polices d'assurance. Une autre discutait du moment optimal autour de l'union légale. Une troisième, sauvegardée par un assistant misérable qui détestait clairement tout le monde dans ce bureau, contenait la phrase « L'événement de la perte du conjoint au cours de la première phase d'alignement peut être administrativement sensible mais reste hautement profitable si les structures sont prépositionnées ». Je l'ai lu 3 fois, puis j'ai ri une fois parce que l'alternative était de fracasser ma tasse de café contre un mur. Perte du conjoint. Administrativement sensible, hautement profitable. Seuls des parasites riches pouvaient transformer la possibilité de la mort d'un mari en quelque chose qui ressemblait à un inconvénient administratif. Pourtant, les emails ne suffisaient pas. J'avais besoin d'une preuve directe de l'intention, de la coordination. Et parce que l'univers récompense parfois la patience, Céleste m'a donné exactement cela. 2 semaines avant mon dîner de promotion, Céleste a pris un appel dans mon bureau alors qu'elle me croyait sorti. Je n'étais pas sorti. J'étais en bas en train de rencontrer un technicien de l'immeuble pour des améliorations de sécurité après les questions suspectes de Théo sur mon garage. Mon ordinateur de bureau, cependant, était connecté à mon système de dictée pour mes notes d'enquête. Plus tôt dans la journée, j'avais activé le micro de la pièce pour tester la prise de son. Quand j'ai examiné l'enregistrement plus tard dans la nuit, j'ai d'abord entendu la voix de Céleste. « Il n'a toujours rien signé », a-t-elle dit. Puis Vivienne, sur haut-parleur et sans équivoque, « Alors nous procédons avec le dîner. » La voix de Théo a coupé, « Je filmerai. » S'il explose, super. S'il sort en trombe, encore mieux. La rage silencieuse passe très bien quand on met les bonnes légendes. Puis, Grégoire, après, nous présentons la rupture comme une décision protectrice basée sur une instabilité croissante. Pas de drame. Laissons-le créer l'impression. Céleste a dit, et s'il ne le fait pas? Vivienne a répondu, les hommes fiers réagissent toujours lorsqu'ils sont humiliés publiquement. Puis Céleste a posé la question qui m'a glacé le sang. Et la question de l'assurance? Grégoire a répondu, cela ne devient pertinent que s'il reste utile. La pièce est devenue silencieuse après ça. Sur l'enregistrement, je pouvais entendre des glaçons teintés dans un verre. Quelqu'un a ri doucement. J'étais assis à ma table de cuisine en écoutant ça, mes mains parfaitement immobiles. Léna l'a écouté juste après moi. Quand ça s'est terminé, elle s'est penchée en arrière et a dit, « Eh bien, c'est terrifiant. » Un instant plus tard, elle a ajouté, « Et Théo se prend pour un réalisateur de documentaire. » Ça rend la chose presque pire. À partir de ce moment, les fiançailles étaient mortes. Je ne les avais simplement pas encore enterrées. Le dîner au restaurant était leur coup. Ils pensaient que cela accomplirait 3 choses à la fois, m'humilier en public, créer des images d'une réaction qu'ils pourraient utiliser, et présenter Céleste comme une femme gracieuse échappant à un fiancé dangereux. Au lieu de cela, cela m'a donné un dernier élément de preuve, une provocation publique préméditée. C'est pourquoi je suis sorti. Non pas parce que j'étais abasourdi, mais parce que je refusais de leur donner la scène qu'ils avaient écrite. Le lendemain matin, j'ai finalement lu la lettre de rupture. C'était insupportable. 4 pages de non-sens bien écrits. Selon Céleste, j'étais devenu émotionnellement surveillant, psychologiquement dangereux, et obsédé par la mort,
le contrôle et les structures légales. Une phrase disait qu'elle partait pour protéger sa paix. Une autre affirmait que ma méfiance professionnelle avait infecté la relation. Au troisième paragraphe, je riais. Au quatrième, je savais que Théo avait aidé à l'écrire, car aucun homme adulte de plus de 15 ans n'utiliserait sincèrement l'expression « parcours de guérison et de responsabilisation » à moins d'avoir été frappé à la tête par trop de podcasts. Léna est venue, a lu la lettre et a dit « Je veux que ça soit versé au dossier pour crime contre la langue française ». Mais le meilleur est arrivé cet après-midi-là. Théo a posté un clip vidéo en noir et blanc du restaurant avec une musique de piano mélancolique et la légende « Parfois, aimer, c'est choisir la paix ». Il l'a supprimé 11 minutes plus tard. Malheureusement pour lui, 11 minutes, c'est une éternité quand les gens font des captures d'écran. Nous avons tout archivé. Puis Grégoire a fait son erreur. Il a contacté l'inspection générale de mon service, exprimant son inquiétude quant à ma stabilité émotionnelle et suggérant que ma promotion soit réévaluée à la lumière d'une rupture relationnelle troublante. C'était ça. Le moment où la cruauté privée s'est transformée en manipulation institutionnelle. Mon capitaine m'a envoyé le message avec 2 mots, on y va. La réunion du conseil a eu lieu 3 jours plus tard. Était présent le commissaire divisionnaire Allais, le service juridique, l'avocat de mon service, le capitaine Lefebvre, moi, et parce que l'arrogance rend les hommes courageux de manière stupide, Grégoire Dubois lui-même. Il a parlé le premier. Il était calme, grave, presque paternel. Il a parlé d'inquiétude, d'instabilité émotionnelle, de Céleste craignant mon intensité, du dîner de rupture ayant eu lieu en public, pour sa sécurité. Pour sa sécurité. Théo avait littéralement préparé des légendes pour plusieurs versions de ma réaction. Quand Grégoire a terminé, Allais m'a regardé. Inspecteur Moreau. J'ai d'abord posé la lettre de rupture sur la table, puis la transcription de l'enregistrement du bureau, puis la vidéo archivée du restaurant, puis la chaîne de mails impliquant le courtier en assurance, puis le résumé des dettes et la chronologie des documents. Pas de discours, pas de pause dramatique, juste des preuves. Nous avons joué l'audio. La voix de Céleste, la voix de Vivienne. Théo semblant excité de me filmer. Grégoire discutant calmement de la manière de transformer la rupture en un récit qui pourrait me nuire professionnellement. Quand ça s'est terminé, personne n'a parlé pendant plusieurs secondes. Puis Allais s'est tournée vers Grégoire. Y a-t-il un contexte, a-t-elle demandé, qui améliore cela? Il s'est raclé la gorge. Les familles sous pression parlent maladroitement. Le responsable du service juridique s'est penché en avant. Avez-vous sciemment contacté ce conseil en dissimulant des preuves que votre famille avait planifié l'incident public? Grégoire s'est agité sur sa chaise. J'ai agi pour protéger ma fille. Les yeux de Allais se sont durcis. De quelles conséquences? Il n'a pas répondu assez vite. C'était suffisant. L'IGPN a ouvert une enquête avant même la fin officielle de la réunion. Le parquet a ouvert sa propre enquête sur la base de l'aspect financier. Et la famille Dubois, pour la première fois de leur vie bien habillée, a découvert que les phrases polies ne deviennent pas moins criminelles parce qu'elles sont prononcées autour d'un vin cher. Puis sont venues les excuses. Mon Dieu, les excuses. Vivienne a demandé une conversation privée en présence d'un avocat et est arrivée vêtue de gris doux, comme si s'habiller comme un deuil de bon goût allait changer les faits. Jean-Pierre, a-t-elle dit, je ne vous ai jamais souhaité de mal. Vous venez de discuter de ma mort comme d'une possibilité administrative. Elle a mis une main sur sa poitrine. C'est une distorsion grotesque. Vous avez utilisé le mot héritage. Elle a littéralement grimacé. C'était métaphorique. Non, Vivienne. La poésie est métaphorique. La planification d'assurance autour d'un gendre ne l'est pas. Elle a ensuite essayé les larmes. C'étaient des larmes élégantes, soigneusement gérées, comme un système d'arrosage pour la réputation. Puis Théo a parlé aux enquêteurs. Et si je vis jusqu'à 100 ans, je n'oublierai jamais son explication. Je ne filmais pas pour l'humilier, a-t-il dit. Je préservais un environnement de réponse authentique. Même l'enquêteur a noté cette phrase 2 fois. Environnement de réponse authentique. Le type avait mis en scène une embuscade de rupture comme un producteur de télé-réalité raté et voulait maintenant être crédité pour son journalisme. Puis Céleste a appelé. Je l'ai mise sur haut-parleur avec Léna dans la pièce. Au début, elle semblait douce, blessée,
prudente. Jean-Pierre. Tout cela a pris des proportions démesurées. Ça a pris des proportions démesurées quand ta famille a essayé d'utiliser ma promotion comme une arme. Tu rends les choses plus laides qu'elles ne l'étaient. C'était laid. Non, a-t-elle lâché, perdant enfin patience. C'était compliqué. C'était la première chose honnête qu'elle avait dite depuis des semaines. Compliqué, était vrai. Des dettes compliquées, des mensonges compliqués, une cupidité compliquée. Puis elle a dit, nous pouvons encore gérer cela discrètement. Cela m'a tout dit. Toujours pas d'excuses. Toujours de la négociation. Que veux-tu, ai-je demandé. Je veux que tu arrêtes de traiter ça comme une sorte de conspiration criminelle. J'ai regardé Léna. Léna souriait déjà. Céleste, ai-je dit, ton frère a créé des sous-dossiers pour d'éventuelles vidéos de réaction. Une pause. Puis, incroyablement, elle a répondu, Théo est théâtral. Ça ne le rend pas malveillant. Léna a dû se détourner parce qu'elle était sur le point de rire assez fort pour que Céleste l'entende. Et les emails sur l'assurance, ai-je demandé. Une mauvaise formulation. La plainte au conseil. Père était ému. L'enregistrement dans mon bureau? Une autre pause. Puis elle a dit avec une sincérité totale, le contexte est important. J'ai fermé les yeux. Bien sûr qu'elle avait dit ça. Les gens comme Céleste croient toujours que le contexte est une baguette magique. Peu importe ce qu'ils ont fait, car la vraie tragédie dans leur esprit est à quel point tout le monde est injustement littéral. Les retombées juridiques ont pris des mois, mais l'effondrement social a été immédiat. Les conseils d'administration des hôpitaux ont pris leur distance avec Vivienne. Le cabinet de Grégoire l'a discrètement mis à l'écart. Le courtier en assurance a fait l'objet d'une enquête et Théo, qui avait brièvement tenté de se présenter en ligne comme une victime de « violence narrative », est devenu une blague dans les cercles qu'il invitait auparavant à toutes les meilleures soirées. Un conseiller aurait enregistré son contact sous le nom « Environnement de réponse authentique ». J'espère que cette partie est vraie. Quant à Céleste, elle est finalement venue me voir en personne. Sans parents, sans frères, sans armure de soie. Elle se tenait dans mon appartement, l'air plus petite que dans mon souvenir. Pas innocente, juste fatiguée. Je t'ai vraiment aimé, a-t-elle dit. Pas assez. Elle a détourné le regard. J'avais des problèmes. Je sais. Tu ne sais pas à quel point. Alors dis-moi. Alors elle l'a fait. La vieille dette, la pression, les attentes familiales, le sentiment que dans sa maison, chaque relation devenait finalement une transaction. Pendant un bref instant, j'ai presque pu voir la personne qu'elle aurait pu être si elle avait grandi ailleurs. Puis elle a tout gâché. Elle a dit, je pensais que si le dîner fonctionnait, peut-être que le reste ne serait pas nécessaire. Je l'ai dévisagé. Le reste? Elle a réalisé trop tard ce qu'elle avait dit. Puis, au lieu de répondre, elle m'a fait un petit sourire fatigué et a dit, voilà encore cette voix de flic. J'ai transmis cette conversation au procureur dans l'heure. J'ai gardé la lettre de rupture, non pas parce qu'elle me faisait mal, mais parce qu'elle me le rappelait. Les avertissements arrivent rarement comme des avertissements. Parfois, ils viennent emballés dans le luxe, souriant à la lueur des bougies, demandant confiance et signature. Des mois plus tard, ma promotion a été confirmée. Mon nom a été lavé de tout soupçon. La famille Dubois a perdu bien plus que son confort social. Et moi, j'ai continué à faire mon travail. Mieux. Peut-être plus propre, plus froid aux bons endroits. Le capitaine Lefebvre m'a dit un jour, après que tout soit presque terminé, la seule raison pour laquelle tu as survécu à cette famille, c'est que lorsqu'ils ont essayé de faire de toi une victime, tu es resté un flic. Il avait raison. C'était la différence. Ils pensaient humilier un fiancé. Ils avaient oublié qu'il se produisait devant un homme entraîné à remarquer les schémas, les mensonges et le timing. Ils pensaient que mon silence au restaurant signifiait le choc. Cela signifiait que j'avais déjà l'affaire en main. Alors, quand les gens me demandent si je regrette de ne pas avoir fait de scène ce soir-là, je leur dis toujours non. Je ne le regrette pas du tout. Parce qu'au moment où Céleste m'a tendu cette lettre, je savais déjà ce qu'elle était, ce qu'était sa famille, ce qu'il voulait. Et quand Théo se tenait là à filmer ma réaction, souriant comme s'il était sur le point de capturer le point culminant de l'histoire,
il ne comprenait pas une chose magnifique, il était déjà dans la mienne.